Pas de repos pour l'actualité, pas de vacances donc pour notre débat, comme toujours à 17 h, avec aujourd'hui la colère des maires de plus en plus démissionnaires. L'État les a-t-il abandonnés? Un président qui emporte sa com bien huilée en vacances, vous allez le voir, mais aussi les urinoirs polémiques d'Anne Hidalgo dans les rues de Paris. On en débat avec vous ce soir, Olivier Gracia, bonsoir. Bonsoir. Essayiste et auteur de L'Histoire se répète toujours deux fois. C'est aux éditions Larousse. Face à vous, Florian Sliniki, fondateur de la French Cop. Bonjour d'être avec nous. On va s'intéresser d'abord à ces maires qui sont en colère, qui demandent plus de moyens et qui sont de plus en plus démissionnaires au bord de la crise de maires. C'est un peu le débat aujourd'hui. C'est le Figaro d'ailleurs qui l'ausculte, ce malaise au sein des municipalités, les démissions qui explosent chez les maires. Moins de budget, moins d'autonomie. Diagnostic d'abord avec Justine Fraissinet. Nous craignons qu'en 2020, le nombre de communes où il n'y aura même pas de candidats se multiplie. Et ça va poser une vraie difficulté démocratique. Et ça donnera en plus, paradoxalement, du grain à moudre à ceux, essentiellement donc la haute administration nationale, qui disent qu'il y a trop de communes, que tout ça ne sert plus à rien, et qu'il faut rationaliser tout ça, et qu'après tout, si on mettait des fonctionnaires à la place des élus, ça ne serait pas forcément plus mal, parce que de toute façon, tout est décidé par l'État. Nous sommes extrêmement inquiets de ce point, parce que c'est un changement de nature qui est en train de se dessiner peu à peu, qui est en train de s'esquisser. Alors il est temps d'y mettre fin, naturellement. Mais en tout cas, il faut que tout le monde en prenne conscience, et notamment au plus haut niveau. Cette colère des maires aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle finalement, et elle semble s'installer. Non, elle n'est pas nouvelle. On se souvient tous du maire de Sevran qui avait aussi démissionné de ses fonctions. J'avais noté également qu'une hausse de 55% de démissions de maires depuis 2014. Donc c'est un phénomène qui est en croissance de manière permanente. Chiffres, ouais. Alors, qui s'explique de manière assez évidente pour des raisons économiques. On abordera peut-être la question de la feria à Béziers, dans un instant. Qui impacte en effet le coût des communes. Le Tour de France également, où les frais de sécurité ont été assumés par les autorités locales. Donc en effet, on a un phénomène aujourd'hui d'alourdissement des charges sur les communes, et l'État, qui a toujours été jacobin, qui a toujours centralisé notamment les frais et les dépenses, ne s'intéresse plus aux communes et finalement dans une logique presque de tout profit où elle ne voit plus d'avantage à financer ces activités-là. Il y a une logique aujourd'hui de décentralisation. En tout cas, on veut recentraliser ces communes. Et évidemment, ces élus locaux, ils se rendent compte qu'ils perdent le pouvoir de faire changer les choses au quotidien et qu'ils sont confrontés, au fond, à l'exercice réel d'élus locaux en confrontation avec les promesses qu'ils ont faites lors de leur campagne. Et le décalage, il peut être violent, notamment pour ceux qui découvrent la fonction, qui ont été maires pour la première fois et qui sont confrontés à la fois au manque d'argent et au manque de pouvoir de changer les choses. Avant de poursuivre, nous sommes en ligne avec un maire en colère sur un aspect bien précis, un maire furieux en pleine feria, Robert Ménard. Votre ville de Béziers accueille à partir de ce soir jusqu'à mercredi 700 000 visiteurs pour cette tradition évidemment très prisée et très sécurisée. Maintenant, il faut sécuriser ces événements. Des compagnies de CRS, du RAID, la BAC, la gendarmerie mobilisée, ça a un coût. Et l'État ne veut plus la prendre en charge. Jusqu'ici, c'était gratuit, Robert Ménard. Et ce changement, il vous met en colère. Robert Ménard, que nous aurons dans quelques instants. Alors, on va revenir sur cet aspect bien précis. Vous l'évoquiez, donc il a sa feria organisée. Jusqu'ici, c'était l'État qui prenait en charge les frais de sécurité. Aujourd'hui, c'est donc à l'organisateur ou à la mairie, là, en l'occurrence, de payer. Est-ce que vous comprenez la colère de Robert Ménard qui dit « j'ai pas les moyens de payer, pourquoi c'est à moi ?» On peut la comprendre, surtout que la France n'est pas un modèle allemand. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en effet, les États régionaux allemands ont les moyens de financer la sécurité de leurs événements. Le problème de cette décentralisation dont vous parliez, c'est que c'est peut-être une bonne chose de souhaiter de moins centraliser les choses autour de Paris, mais quitte à donner des moyens supplémentaires aux régions. En plus, la sécurité n'est pas un sujet anodin. Dans un contexte aujourd'hui sécuritaire qui est compliqué, où il est de plus en plus difficile d'apporter la sécurité nécessaire à nos concitoyens, de faire impacter ce coût des sécurités sur les communes qui sont déjà suffisamment appauvries, malheureusement, peut laisser libre cours à des dommages qui peuvent être irrécupérables.
On a besoin d'une bonne sécurité bien financée. Et la prise en charge Et la par prise en charge l'État. par l'État, oui. Oui, évidemment. D'abord C'est parce que régalien. c'est une compétence régalienne, Exactement. et on ne peut pas ici faire reposer sur des communes une compétence qui ne dépendent pas d'elles, y compris d'ailleurs dans des villes qui n'ont pas de police municipale suffisante pour assurer cette sécurité. Et c'est un argument qu'avance la sous-préfecture, c'est que l'équation est simple pour eux. Les recettes, c'est pour les commerçants et pour les arènes, mais les dépenses, c'est pour l'État. Il n'y a pas d'équilibre ici. Vous entendez ce que répond la sous-préfecture de Béziers ? Il n'y a pas vraiment d'équilibre. C'est vrai que les recettes sont pour les commerçants. C'est en effet, comme le Tour de France a profité énormément aux villes, là où les cyclistes sont allés. Mais néanmoins, la commune n'est pas une boutique, n'est pas un commerce. La commune, ses moyens de prélèvement sont limités. On pourra en parler tout à l'heure, mais la taxe d'habitation, locale d'habitation, qui permettait aux communes, une fois de plus, s'enrichir, Emmanuel Macron promet d'en supprimer une partie. Donc on appauvrit encore plus les communes. Donc il y a un décalage réel, il est vrai, entre cette volonté de décentraliser, mais sans les moyens financiers nécessaires. Ouais, décalage entre l'ambition et les moyens. Aujourd'hui, on enlève des moyens aux communes. Clairement, et je trouve la communication de la préfecture tout à fait grotesque. La sécurité, c'est un service public administratif. Oui, mais ils disent que par exemple, par exemple que le Tour de France paye sa propre sécurité. D'accord, mais les revenus vont au Tour de France, ce qui n'est évidemment pas le cas. Le maire, il n'a pas dans la poche du budget de la commune l'argent direct de la feria, et donc cette argumentation, elle ne tient pas. En revanche, l'État est pris à sa propre contradiction ici, parce que au fond il se rend bien compte que la sécurité a un coût, que la police en France elle a été clochardisée pendant des années, et au fond ce problème-là il ne fait que révéler le sous-investissement de la sécurité. Et c'est aussi un état de saison qui est impacté, c'est les festivals notamment qui se plaignent. On va reparler des festivals dans un instant puisque nous sommes maintenant en ligne avec Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard, on parlait donc en plateau de votre situation, de l'État qui vous demande maintenant de payer pour votre sécurité, arguant du fait, je le disais, que les recettes c'est pour les commerçants et pour les arènes, mais que les dépenses c'est pour l'État. Vous l'entendez cet argument ? Bien sûr que non, c'est se ficher du monde. Attendez, ça fait partie des activités du rôle régalien de l'État. L'État, la sécurité, c'est son affaire. Déjà, dans ma ville, la sécurité pendant la feria, les 6 jours de feria, nous coûte près de 800 000 euros. Vous savez, entre nos propres policiers et les boîtes privées de sécurité. Là, on nous demande de prendre en charge, on nous menace de devoir prendre en charge les salaires en 6 jours, de 3 000 personnes. Vous savez ce que ça représente ? 3 000 journées de travail d'homme en armes, avec les frais de transport, les frais d'hébergement, de nourriture et tout. C'est une dépense à laquelle il est impossible de faire face. Impossible de faire face. Et quand on compare, ou quand on répond tout à l'heure, monsieur le sous-préfet ici, le représentant de l'État me dit « Oui, mais attendez, le Tour de France, vous y avez fait allusion, le Tour de France paie bien sa sécurité. » Mais attendez, le Tour de France, c'est une boîte privée qui fait ça pour gagner de l'argent aussi, et qui en gagne d'ailleurs de l'argent. Nous, on est une collectivité. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'offrir des spectacles, 6 jours de spectacles gratuits, le maximum de spectacles gratuits, à une population qui en est souvent privée parce que les spectacles, ça coûte de l'argent. Pareil pour le football, on me répond, mais les clubs professionnels de football paient leur sécurité. Mais que je sache, les clubs de football professionnels, c'est pas des organisations philanthropiques. Non, il y en a marre, parce que ça veut dire que c'est la mort de festivités comme celles qu'on organise à Béziers depuis 50 ans. Justement, dans votre cas, comment vous comptez financer cette nouvelle dépense ? Oh ben écoutez, c'est juste impossible. Donc on aura le choix entre quoi et quoi. On a le choix, soit on arrêtera ce genre de festivités en disant on ne peut pas faire face à des millions d'euros de dépenses supplémentaires parce que ça va se chiffrer à ce niveau-là, je vous le garantis, ou dire on va faire payer. Or, l'esprit des fiestas du Sud, des férias du Sud, c'est justement de permettre pendant des journées et des journées à tous les gens qui y participent, 700 000 à Béziers, là on les attend comme l'an dernier, peut-être même encore plus parce qu'il fait très très beau. L'esprit, c'est de leur offrir ce qui ne se paie pas pendant tout le reste de l'année, c'est-à-dire des concerts gratuits, des spectacles gratuits, des animations toute la journée pour toutes les catégories de population. Donc ça veut dire qu'on nous étrangle. Aujourd'hui, on aura le choix entre ou faire payer, mais regardez, la ville de Bayonne a décidé, elle, de devancer cette menace de nous faire payer et de faire payer tous ceux qui ne sont pas de Bayonne. Je ne veux pas m'y résoudre, ce sera ça ou on fermera boutique. Enfin, attendez, c'est invraisemblable. C'est les dernières grandes fêtes populaires.
On a bien entendu votre coup de colère aujourd'hui, Robert Ménard. Merci beaucoup d'avoir réagi sur notre antenne sur ce surcoût lié à la sécurité. J'évoquais le cas des festivals. On a un chiffre qui nous vient des Eurockéennes de Belfort qui montre là aussi la charge qui est prise par les festivals, les organisateurs là aussi de ces spectacles. On passe de 30 000 à 254 000 euros pour le budget sécurité. C'est plus 800%. Et forcément, ça risque d'être impacté sur les spectateurs. C'est la culture, finalement, qui, là, est en péril aujourd'hui dans notre pays. Il est vrai que la culture est en péril si l'État n'est plus en moyen d'assurer la sécurité des événements. Surtout qu'on a eu quand même à connaissance avec le Bataclan, lors d'un événement culturel, malheureusement. Donc la culture doit être préservée, la sécurité doit être financée. C'est quand même le rôle jacobin de l'État. Et l'État aurait pu être un peu plus malin dans cette affaire, un peu moins agressif, parce que c'est agressif de ne plus financer du jour au lendemain. C'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu une circulaire au mois de mai de Gérard Collomb. Une circulaire au mois de mai. On est au mois d'août. Ça ne laisse pas le temps d'adaptation nécessaire aux communes pour faire face aux coûts de sécurité pour les événements de l'été. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'État aurait pu progressivement dire « Ok, on ne finance plus, mais on finance toujours une partie. » Et donc peut-être faire du 50-50, du 70-30, et permettre aux communes progressivement de trouver des solutions pour aménager le financement de ces événements. Là, on est désolé, certes c'était en mai, mais avouez que c'est un peu brutal. On peut trouver un entre-deux pour vous ? Moi, je crois pas. Je crois que l'État doit assumer son rôle, ne pas se défausser sur les élus locaux qui n'ont plus les moyens, eux, d'assurer leur mission déjà essentielle. Par ailleurs, je trouve assez drôle que l'État s'amuse à déstabiliser ainsi des élus. C'est le cas de Robert Ménard ici, c'est le cas de Marcel Campion qui est installé dans la ville d'Anne Hidalgo alors qu'elle n'en voulait plus. Bref, que l'État se concentre sur ses missions essentielles et arrête de déstabiliser l'action quotidienne des élus qui sont engagés sur leur territoire. Et on va revenir plus largement sur la colère, le ras-le-bol des élus. J'en parlais en tout début d'émission. Ces démissions qui explosent chez les maires. Moins de budget, moins d'autonomie. Justine Fressine, elle nous explique tout et on en parle juste après. Baisse des dotations, réorganisation territoriale et une charge de travail décuplée. Les maires de France sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. Le nombre d'élus ayant quitté leur fonction depuis 2014 est en hausse de 55% par rapport à la précédente mandature. L'exemple le plus fracassant, Stéphane Gatignon. Après 17 ans à la mairie de Sevran, il abandonne sa fonction en mars dernier. Il est l'un des premiers à avoir dénoncé, je cite, « ce mépris de l'État pour les communes ». Il y a eu le fait d'avoir été lâché par l'État à un moment, il y a une forme d'usure générale, de ne pas être entendu, de pourtant se battre, mais d'avoir du mal à avancer. Voilà, c'est un mélange de tout ça. D'autres partagent ce constat. Ils sont nombreux à déplorer un cruel manque de moyens. Près de la moitié des communes ont vu leur dotation baisser cette année. Ça a mis une multitude de communes en grande difficulté. Donc on va dans le mur. J'ai augmenté les impôts de 20% pour compenser. Et j'ai pas réussi à compenser. Donc à un moment donné, on dit stop. Quand vous allez à un conseil d'intercommunalité, vous vous retrouvez avec 78 personnes, avec lesquelles il est assez difficile de se faire entendre sans se faire moquer. Surmenage, burn-out parfois. Pour certains maires démissionnaires, leur fonction était tout simplement devenue insupportable. Pour être clair, l'État abandonne ses maires et ses territoires aujourd'hui ? Il y a un peu de vrai là-dedans. La vérité, c'est que le maire, il reste la personnalité politique préférée des Français, parce que c'est le plus près des Français, celui qui est au cœur des réalités quotidiennes de la vie des Français. C'est aussi un travail extrêmement ingrat. On ne devient pas maire pour briller et on ne devient pas maire pour gagner de l'argent. Donc c'est un travail extrêmement compliqué, d'autant plus dans les petites collectivités qui ont très peu de moyens aujourd'hui. On peut parler d'abandon aujourd'hui ? D'abandon des pouvoirs publics des maires, clairement. En fait, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut un État jacobin centralisateur qui assume les frais et les dépenses des régions, ou veut-on un modèle à l'allemande de décentralisation en donnant aux collectivités les moyens d'un épanouissement personnel? C'est une vraie question de débat. Aujourd'hui, les maires, comme vous le dites, ne gagnent pas aussi bien leur vie que les élus nationaux. Ils sont confrontés aux difficultés des Français. Ils sont proches des Français, vous l'avez rappelé, et c'est vrai, les Français aiment leur maire. C'est la personnalité politique la plus proche des Français. En sachant que ça baisse dans les sondages selon la dernière enquête du Cevipof, de 10 points sur un an. La confiance des maires, je ne sais pas si ça a un lien aussi avec le fait qu'ils ont moins de moyens. C'est un lien avec le fait qu'ils n'ont pas de moyens et qu'ils sont démissionnaires. Je pense que les Français aussi ont conscience des difficultés, mais ont peut-être aussi un regard un peu dur sur leur maire parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur maire ne peut pas mettre en œuvre toutes ces ambitions, alors qu'en réalité, c'est souvent pour des questions financières plus que pour des raisons de volonté politique. Et les maires sont souvent accusés d'ailleurs d'un certain nombre de choses qui ne relèvent pas de leurs compétences, qui relèvent d'administration, de niveau de collectivité intermédiaire. Il y a une incompréhension sur le fonctionnement territorial aussi parfois, qui est logique parce que c'est un système complexe pour savoir qui fait quoi. Et en effet, les maires ne sont pas en mesure de tout faire.
Et évidemment, il y a cette question des compétences qui sont régulièrement transférées. C'est là aussi, c'est pas forcément très lisible pour les citoyens. Et c'est ce que dit d'ailleurs le président de l'association des maires ruraux de France ce matin dans le Figaro. Il dit que ce transfert de compétences permanent, c'est le symptôme d'une vision parisienne qui ne tient pas compte des territoires. La France n'est pas plate, elle a du relief. Les gouvernements ont trop oublié. Vous parliez de jacobinisme. C'est un truc qui est ancré aujourd'hui, dont on ne peut pas se défaire. Il va falloir que ça change. En tout cas, on ne peut pas transférer aux communes des compétences de plus en plus lourdes et pas les moyens qui vont avec et qui permettent d'assumer ces responsabilités. La question des moyens, les fondamentales, on parlait de cette taxe d'habitation qui prend fin. C'est 34% des finances de ces collectivités locales, de ces municipalités. C'est là vraiment le nœud du problème ? C'est l'un des nœuds du problème, mais en effet, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une fois de plus, impacter ce coût-là sur les communes et les décharger de leur principale source de revenus. C'est un non-sens complet, donc je ne sais pas dans quel sens va aller le gouvernement. Est-ce que le gouvernement, de par également ses problèmes de festivités d'été, va revoir la question de la taxe d'habitation, qui est une chose évidemment sympa pour les Français. On est tous contents pour les habitants de certaines communes de ne pas devoir s'acquitter ou d'une partie seulement de la taxe d'habitation. Mais après, la question, c'est si on décharge cette partie-là, que va-t-il rester à la commune comme revenu finalement ? C'est pas comme si la commune était une entreprise privée, c'est pas comme si la commune faisait des recettes sur un débit de boisson ou sur une activité de restauration. Donc que va-t-il rester à la commune pour pouvoir mener à bien des fonctions régaliennes que lui demande de plus en plus l'État ? Je voudrais qu'on réentende peut-être celui qu'on a entendu en tout début de débat, le maire de Sceaux, Philippe Laurent, qui explique que pour lui, c'est le rôle et l'existence même du maire qui est en jeu aujourd'hui. Nous craignons qu'en 2020, le nombre de communes où il n'y aura même pas un seul candidat se multiplie. Et ça va poser une vraie difficulté démocratique. Et ça donnera en plus, paradoxalement, du grain à moudre à ceux, essentiellement donc la haute administration nationale, qui disent qu'il y a trop de communes, que tout ça ne sert plus à rien, et qu'il faut rationaliser tout ça, et qu'après tout, si on mettait des fonctionnaires à la place des élus, ce ne serait pas forcément plus mal, parce que de toute façon, tout est décidé par l'État. Nous sommes extrêmement inquiets de ce point, parce que c'est un changement de nature qui est en train de se dessiner peu à peu, qui est en train de s'esquisser. Alors il est temps d'y mettre fin, naturellement. Mais en tout cas, il faut que tout le monde en prenne conscience, et notamment au plus haut niveau. La disparition des maires, est-ce que c'est un risque réel aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Il faut relativiser les choses. Ce niveau d'administration de nos collectivités, il est essentiel et il faut le revaloriser. Mais pour le revaloriser, il faut leur donner les moyens d'agir. Et ça passe par quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est fait de la part de l'État ? On a le sentiment, on avait la démission choc de Stéphane Gagdignon il y a quelques mois, que finalement ils ne sont pas entendus, ces maires. Et c'est vrai, ils ne sont pas entendus, ni par les pouvoirs publics, ni par le gouvernement, et parfois ni même par les députés. Donc il y a ce phénomène croissant du peuple déconnecté de ses élites, dont on a beaucoup décrit pendant la campagne présidentielle. Ce phénomène s'applique également aux élus locaux, en fait. Les élus locaux sont devenus, comme leurs compatriotes, déconnectés des réalités du pouvoir parisien. Donc son point de déconnexion, il est à la fois pour le peuple, mais également pour les élites locales. Donc la disparition des maires, c'est même pas en débat. Je ne pense pas que la France arrivera un jour avec des intendants pour chaque région, en supprimant les communes. Ça n'aurait aucun sens, surtout que la France fait aussi ce maillage territorial qui fait aussi sa grandeur et sa beauté dans son histoire. Donc il n'y a pas de raison d'éliminer politiquement le maire. Mais par contre, la raison, c'est demain, on deviendra maire. Pour être maire, il faudra être rentier, peut-être choix d'entreprise et apporter ses propres finances personnelles pour venir aux besoins de la mairie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas sur leur fortune personnelle qu'on va pouvoir financer les besoins de mairie. Donc va-t-on venir à une forme d'autocratie peut-être des communes avec des chefs d'entreprise qui, eux, vont financer les besoins vitaux d'une commune ? Est-ce qu'on a besoin et envie de ça ? Dans la Startup Nation d'Emmanuel Macron. Les startups communes, pourquoi pas ? C'est un scénario que vous voyez avec sourire, je vois, Florian Silnicki. Oui, je ne l'espère pas. Je trouve que c'est particulièrement regrettable d'imaginer un scénario comme celui-là. Il faut agir. Il faut agir. Peut-être que le président nous entend depuis le fort de Brévention. On va s'intéresser à lui et à sa com qui, elle, ne prend pas de vacances, emportée dans les bagages de l'Élysée jusque dans le Var, avec une séquence savamment préparée qui fait beaucoup parler ces dernières heures. En protagoniste, le petit Maxime, présent dès le premier jour des vacances présidentielles, il y a tout juste une semaine. Grand fan du président, on l'écoute. Je voulais absolument le rencontrer. Pourquoi ? Parce que je voulais vraiment le rencontrer. Tu l'aimes bien le président ? Oh oui. Oui. Et j'aimerais bien chanter la Marseillaise. Vas-y. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
tan. Bravo. Et ce Maxime, on le retrouve quelques jours plus tard, cette semaine, lors du premier bain de foule du président en dehors du fort de Brégançon, un peu plus timide, vous allez le voir. Et t'aimes bien la politique? Oui. C'est vrai? Tu suis tout? T'es mignon comme tout. Et j'ai vu que tu voulais venir voir l'Élysée. On va arranger ça. Tu dis merci, Max. Une séquence qui ne doit rien au hasard. Europe 1 explique que le président l'a entendu la semaine dernière, ce petit Maxime, sur son antenne et a demandé si on pouvait retrouver le garçon. C'est chose faite pour le reporter en début de semaine. Rencontre donc organisée par l'Élysée en s'assurant bien que les médias seront là. Ils étaient là. LCI aussi pour immortaliser ce moment. Est-ce que c'est trop minutieusement orchestré de la part de l'Élysée ? C'est trop tout court. D'abord, ce gamin, il est particulièrement mignon, mais il est instrumentalisé au service de la communication personnelle d'un président de la République qui a besoin de se refaire une image. Je trouve que c'est regrettable. Je trouve aussi que ça manque de sincérité et c'est trop préparé. Les Français savent détecter aujourd'hui des coups de communication comme celui-là, donc ça n'a pas d'impact sur l'opinion publique qui sait qu'on est en train de chercher à déployer une stratégie pour revaloriser l'image du président de la République. Par ailleurs, il est assez regrettable que le journaliste se soit prêté au jeu des équipes de communicants de l'Élysée, ça n'est pas son rôle. C'est vrai qu'il y a eu toujours un manque de sincérité d'Emmanuel Macron à l'égard de l'affection qui peut le porter aux Français. On a toujours l'impression d'une mise en scène, parfois amateur d'ailleurs. Il s'amuse toujours, la communication de l'Élysée, à mettre sur Twitter et Facebook des photos, des vidéos amateurs. On le voit déambuler, serrer des mains, avoir des propos naturels. Mais finalement, hier, on a oublié, mais évidemment, il n'y avait pas ce phénomène des réseaux sociaux, mais Jacques Chirac n'était pas souvent sous le feu des projecteurs quand il allait au contact des Français. Notamment à Brégançon, il avait plaisir de se balader à Brégançon, de serrer des mains, mais sans pour autant attendre les paparazzis, attendre les cinéastes et les vidéastes, et d'une sincérité totale. Emmanuel Macron peut lui reprocher parfois, malheureusement, d'être dans une mise en scène du pouvoir un peu exubérante, et surtout qui n'est pas très fine. Vous avez raison, l'affaire de l'enfant n'est pas très fine. C'est amusant de voir l'enfant pleurer à l'approche d'Emmanuel Macron. D'habitude, c'est plus quand il se voit Mbappé qu'Emmanuel Macron. Mais cette mise en scène, c'est vrai, en plus orchestrée par un journaliste qui a aidé les services de communication de l'Élysée, est un peu gênante et n'a pas beaucoup de sens et ne portera pas beaucoup de crédit à Emmanuel Macron dans l'opinion. Est-ce que d'ailleurs c'est pas même un aveu de faiblesse de la part du président? Il ne peut pas faire des sorties normalement aujourd'hui, il ne peut pas aller à la rencontre sans organiser ce type de séquence? Il est victime ici de sa propre stratégie de communication. C'est l'homme de coup de com', Emmanuel Macron. Ça l'a beaucoup servi jusque-là, puisque sa position jupitérienne, ses mises en scène, elles lui ont permis de resacraliser une fonction présidentielle en tirant les leçons de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Aujourd'hui, il est dans une spirale à la fois des affaires et d'une baisse dans l'opinion publique, et donc il doit chercher à créer une image bienveillante, et c'est tout le sens de ces images, les bisous sur la tête des enfants, les mots gentils pour leurs parents. C'est tout le sens de la mise en scène d'un lien de proximité avec son électorat qui reste très factice à mes yeux. Mais même, je vois la photo, même dans l'accoutrement, il a choisi un polo à manches longues. C'est révélateur. Je crois que François Hollande avait un polo à manches courtes. Et on l'avait justement reproché d'avoir une trop grande proximité avec les Français, d'être un peu trop un Français normal finalement. Donc même dans l'habillement, il y a quand même une recherche de communication. Ça va loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois il est détendu, mais à la fois, il monte un côté sérieux, il couvre ses bras, et il reste quand même dans une démarche sérieuse et professionnelle. Alors, justement, on va y venir, puisque je vais vous montrer les dernières nouvelles qu'on a du président. On est loin du petit Maxime, 6 ans, on est plutôt avec le grand Vladimir, qui est au Kremlin aujourd'hui. Regardez, c'est ce communiqué de presse qu'on a eu aujourd'hui pour nous faire savoir que les deux hommes se sont téléphonés, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Ils ont évoqué la situation du cinéaste Oleg Sentsov, notamment en grève de la faim depuis la mi-mai, la Syrie également au menu de ces discussions par téléphone. Là, rien que dans la forme, on fait dans le très formel, le factuel, le sérieux, comme s'il fallait équilibrer. Oui, et puis là, c'est la stratégie des cartes postales. Il nous dit « Coucou, je suis toujours président de la République et je travaille ». C'est évidemment une période toujours chrysogène, la période estivale, parce qu'on a toujours peur que les Français, quand on est président de la République, ils nous oublient, ils pensent qu'on ne travaille pas, qu'on s'amuse, qu'on est indigne de la fonction. Et donc là, évidemment, il s'inscrit dans sa séquence politique qui était basée sur l'international. Il y avait une rencontre avec les mets. Aujourd'hui, il y a une séquence avec Vladimir Poutine. Là encore, c'est extrêmement classique. C'est sortir du débat national dans lequel il est extrêmement fragilisé pour se créer cette stature internationale qui lui permet de prendre de la hauteur. Il y a eu tout de même récemment un impair dans la communication du président. C'est la présence de Theresa May et du prince William à Amiens pour commémorer la bataille d'Amiens. Ils ont préféré envoyer la ministre des Armées,
Et d'ailleurs, à la dernière minute, puisque... À la dernière minute, elle n'était pas prévue. prévue, elle était en vacances, en effet, à 3h de Paris, comme l'avait demandé certainement l'Élysée. Et donc évidemment, on était un peu choqués parce que je puisse comprendre que le président n'ait peut-être pas le goût des commémorations qu'avait François Hollande, qui lui courait après toutes les commémorations pour le coup, mais il aurait pu interrompre ses vacances à Brégançon et ses séquences de communication pour peut-être honorer la mémoire des soldats, qui était, à mon sens, un peu plus importante, même aux yeux des Français, que ces séquences de communication à Brégançon. Oui. Est-ce qu'on n'a pas ici, du coup, une com aux abois, peut-être évidemment bousculée par l'affaire Benalla, où la com n'a pas forcément été toujours maîtrisée? C'est pas là ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être un revirement? Benalla, c'est pas une com maîtrisée, c'est une succession d'erreurs grotesques, c'est le déni du début à la fin, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et on en voit les impacts aujourd'hui ici, encore, aujourd'hui dans la com, bien ça sûr, va durer. et les équipes de communicants de l'Élysée cherchent à sortir le président de la République de cette séquence négative. C'est pas avec la création de séquences comme celle qu'on a vue avec l'enfant qui vont lui permettre de changer les choses. Et on essaye de faire croire qu'on peut régler des problèmes, notamment avec la Russie, la Syrie, ce cinéaste Ogel Sentsov en grève de la faim. Est-ce qu'on peut vraiment régler ça par un coup de téléphone à Brégançon? Est-ce qu'on est vraiment dans la pure communication, le fait de faire savoir plutôt que de faire? Le problème, c'est pas tant Brégançon, c'est négocier avec les Russes, c'est toujours un peu, aussi. un peu compliqué. Mais il règle aussi les problèmes avec Angela Merkel, il faut le dire. Il y a eu Ouais. cet autre communiqué où on se tient au courant des différentes questions européennes en cours. Est-ce que vraiment on règle là en ce moment, entre vacances interposées, ces questions-là? C'est comme ça qu'il a commencé ses vacances à Brégançon, prenant en compte avec Theresa May, parler du Brexit. Mais cette conversation de courtoisie, diplomatie de courtoisie, n'a eu aucun impact sur le Brexit. Elle n'aura aucun. C'est-à-dire que c'est pas Emmanuel Macron de décider du sort des Anglais. C'est d'ailleurs aux Anglais eux-mêmes de décider de leur sort en négociation avec l'Union européenne. Donc c'était une visite de courtoisie. Finalement, même le communiqué qu'il fait à Vladimir Poutine, cet échange, c'est pas, c'est de la communication, mais c'est superficiel. On ne règle pas ces problèmes par carte postale interposée ou par simple déjeuner à Brégançon. C'est du travail de longue haleine. Donc une fois de plus, une mise en scène un peu théâtrale du pouvoir, où on donne l'impression d'intervenir sur tout, alors qu'en réalité, on ne résout rien. J'imagine que vous êtes d'accord sur ce point. Bien On sûr. n'avance pas avec cette stratégie des cartes postales? Clairement pas. En tout cas, c'est pour l'instant une séquence estivale de tous les échecs de la communication de l'Élysée. Il fait fort là. Au moins c'est clair. On va complètement changer d'univers avec la dernière tendance parisienne. Oui, ça s'appelle l'uritrottoir, l'urinoir à même le trottoir, qui permet la fabrication de compost, une sorte de pissotière écologique, il faut dire les mots. Regardez, la mairie de Paris s'en vante même sur son site, c'était le week-end dernier, l'urinoir écolo qui arrive à Paris. Elle permet de faire du compost et de faire pousser les fleurs, c'est formidable. Anne Hidalgo, est-ce qu'elle va pas là trop loin dans son pari écolo? Moi, je trouve ça hallucinant à plusieurs titres. D'abord, personnellement, je trouve ça particulièrement moche. Deux, c'est pas du tout adapté aux femmes. Donc, on m'expliquera pourquoi est-ce qu'on fait maintenant du mobilier urbain qui discrimine plus de la moitié de la population française. Ce que dirait la mairie de Paris, c'est que c'est probablement plus les hommes qui urinent dans la rue que les femmes. C'est tout à fait remarquable. Et puis, par ailleurs, on m'expliquera aussi pourquoi on installe du mobilier urbain pour des comportements déviants. Parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à installer une troisième voie sur les autoroutes pour les gens qui sont complètement bourré, ce sera particulièrement utile. C'est pas une bonne façon de résoudre cette difficulté qui existe, qui est sérieuse et qui pose un problème d'image à Paris, puisque Paris est une ville sale. Olivier Racine. Oui, là, c'est encore un coup de com' loupé et superficiel. C'est-à-dire que ça n'apporte rien, ça ne changera rien au quotidien des Français. Je veux bien qu'on avance toutes les raisons écologistes de ces urinoirs publics. Néanmoins, ça ne va pas résoudre la crise environnementale. Ça, c'est certain. Il y a d'autres questions à Paris. C'est la question de l'Autolib, par exemple. Oui. Ça, c'est une vraie question, pour le coup. L'Autolib qui ferme pour cause de rentabilité, alors que les Parisiens, je crois, avaient pris en affection ce système de voiture. Autolib avait une bien plus grande utilité pour les Parisiens que ces questions d'urinoir. Alors je ne sais pas si on essaie de pallier, de masquer ce problème d'Autolib en créant de nouveaux services urbains au service des Parisiens, mais il faudra que la mairie de Paris trouve des moyens peut-être un peu plus ludiques, peut-être un peu plus utiles aux Parisiens à leur quotidien que cet effet de com' d'été qui ne va pas faire long feu. Est-ce que c'est une diversion, là, ici d'Anne Hidalgo, après cette affaire Autolib qui a fait beaucoup parler le mois dernier, parce que... C'est ce que j'allais dire, ce serait un échec. Moi, je hein. crois qu'Anne Hidalgo, elle souffre d'un tel problème d'image aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile pour elle de valoriser quoi que ce soit. Et il est temps, à mon avis, qu'elle réfléchisse à faire de la pédagogie sur ce qu'elle met en place à Paris, parce qu'il y a un sérieux problème d'acceptabilité de tout ce qu'elle met en œuvre par l'opinion publique locale. Justement, il y a cette réaction de Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, qui y va assez fort dans son tweet, vous allez le voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette très élégante nouvelle connerie parisienne, nouvelle connerie elle évoque sûrement d'autres initiatives d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle ne peut plus rien faire sans être une sorte d'épouvantail permanent. On a le sentiment quand même que quoi qu'elle fasse, elle sera critiquée.
Oui, il faut dire aussi qu'elle a beaucoup chargé les automobilistes, elle a chargé beaucoup de Parisiens qui sont en effet très remontés contre elle. Après, elle n'est pas dans la capacité de gouvernance. Je pense qu'il y a une initiative qui pourrait être applaudie aussi bien par la majorité que par l'opposition à la mairie de Paris. Vous pensez à quoi ? Parce Parce qu'on n'en parle pas. Réouvrir les quais, par exemple. Non, mais ce qui est vrai, c'est que la communication résout des choses en politique de manière temporaire. Elle peut résoudre et peut-être apaiser les esprits. Mais quand, à Paris, les exigences des Parisiens sont telles, la mairie de Paris est un exercice politique très compliqué. Jacques Chirac l'a su aussi à ses dépens. C'est un exercice ultra compliqué. Donc, de cumuler les effets de communication sans résultat pour les Parisiens ont l'impression d'avoir une sorte de mandat qui est là pour faire joli, en fait. On n'a pas l'impression d'une action publique concrète et réelle. En plus, En Marche est en train de positionner possiblement ses candidats pour la mairie de Paris. Donc, elle va avoir fort à faire par rapport à la concurrence de la droite, qui sera toujours présente. La concurrence d'Emmanuel Macron, donc elle sera prise en étau par deux oppositions. Et je doute, on verra, l'avenir nous le dira, mais qu'elle puisse résister, de par ses coups de com' aussi pas très bien réussis, s'imposer une nouvelle fois à la mairie de Paris. Elle peut encore retourner la situation en vue de 2020, on le rappelle, c'est l'échéance dans 1 an et demi. On peut. La difficulté, c'est que la communication politique, c'est pas d'abord de la communication et ensuite de la politique, c'est d'abord de la politique et ensuite de la communication au service de l'action politique. Et la difficulté pour Anne Hidalgo, c'est que tout ce qu'elle fait, c'est extrêmement clivant. Et donc, elle se met des pans entiers de ses électeurs à dos. Et puis, tous les trucs sympas qu'elle annonce, c'est considéré comme des gadgets inutiles au regard des mesures plus importantes qui sont annoncées en amont. La difficulté pour elle, c'est cette acceptabilité, cette lisibilité de l'action municipale qu'à mon sens, l'opinion publique parisienne a perdue. Il y a un chiffre, tout de même, dans l'actualité qui pourrait donner du crédit à Anne Hidalgo, c'est-à-dire dans le Parisien ce matin. Regardez cette étude de l'ONG Transport et Environnement avec les données de Berkeley Earth. Respirer, c'est comme fumer. 4 jours à respirer l'air parisien, c'est fumer 2 cigarettes, soit 183 cigarettes sur 1 an. C'est encore pire à Milan ou à Prague. Mais est-ce que ça ne donne pas raison à la mairie de Paris, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans sa chasse aux voitures ? On peut citer aussi le chiffre de Shanghai, je crois que c'est un paquet de cigarettes par jour. Donc là, pour le coup, la mairie de Paris voit les autres chiffres. Istanbul, c'est 4 cigarettes si on passe 4 jours, donc 1 par jour, effectivement. Ce que je remarque, c'est que Paris est déjà moins pollué que Londres et Milan, c'est déjà pas mal. Alors après, je ne sais pas si c'est lié à l'initiative d'Anne Hidalgo. C'est sûr qu'il y a un problème environnemental à Paris. C'est-à-dire que l'air qu'on respire n'est pas des plus sains. Et en effet, le bilan par rapport à une cigarette, c'est assez malin de faire ce parallèle, évidemment, est très néfaste pour les Parisiens. Après, elle a raison de multiplier, mais aussi en douceur. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'elle a fait avec l'automobiliste, c'est un problème de communication. Une fois de plus, elle a été un peu de manière abrupte et brutale, et c'est pas comme si les gens de droite roulaient, les gens de gauche étaient à vélo. J'ai l'impression qu'elle fait une distinction un peu politique, et en fait elle se met pas à dos une partie d'une position politique, elle se met à dos la moitié quasiment des Parisiens, et c'est là à la fois son coup de courage, il faut le remarquer et le souligner, c'est que par contre elle est cohérente avec elle-même, elle est cohérente avec ses propositions, elle est cohérente avec ce dont pourquoi elle a été élue, mais au risque de froisser les Parisiens. Donc Anne Hidalgo est peut-être courageuse dans ce qu'elle fait, mais je ne sais pas si ça suffira pour faire briguer un second mandat. L'air à Paris, c'est un désastre absolu et ça se matérialise par le nombre de symptômes chez les enfants, notamment, qui sont particulièrement exposés. En tant que maire de Paris, elle ne pouvait pas faire autre chose que de s'y attaquer. Je crois qu'on ne s'y attaque pas suffisamment. Je crois, par exemple, que le développement de pistes cyclables à Paris, notamment contrairement à d'autres villes en France, c'est pas assez approfondi, c'est pas assez développé. Au détriment des automobilistes, encore une fois, il faut trouver la place pour faire les... Mais moi, je crois pas qu'il faut être dans ce rapport binaire. Moi, je crois que, d'ailleurs, encore plus aujourd'hui, il y a des trottinettes électriques. Enfin, il y a plein de moyens de se déplacer à Paris. Il faut que tous ces moyens coexistent. Ça ne doit jamais se faire au détriment des uns et des autres. La vérité, c'est que les véhicules les plus polluants de Paris, elle a bien fait de les éliminer de Paris, mais ça c'est pas par le système de fermeture des quais. Ça peut se faire par plein d'autres moyens, y compris par la vignette qui est en place aujourd'hui. Oui, mais il y a quand même une volonté aujourd'hui de dire prenez les transports en commun, mais il n'y a pas une très grande fréquence non plus, notamment pour les bus électriques. C'est une très bonne initiative, le bus électrique, ça marche très bien, mais du fait de la fréquence des bus, du fait de la fréquence des RER, de l'état des rails, de l'état des stations, du coût également, c'est un coût, le coût du pass Navigo, le coût du ticket de métro qui augmente d'année en année. Donc il faudrait mobiliser peut-être plus de ressources sur les transports en commun, développer la récurrence de transports en commun et permettre aux Parisiens de prendre le transport en commun peut-être à moindre coût. C'est qu'aujourd'hui, c'est aussi un coût prohibitif. Alors après, évidemment, je pense que ça revient toujours moins cher qu'une place de parking et qu'un plein d'essence, mais néanmoins, ça reste toujours un coût qui est réel pour les franciliens. Et en effet, il faudrait mettre davantage d'efforts et de ressources au transport en commun, notamment pour les transports la nuit. Aujourd'hui, en semaine, il est impossible de circuler entre minuit 45 et 5-6 heures du matin. Alors qu'à Berlin, les choses fonctionnent de nuit. Dans d'autres capitales européennes, les transports en commun fonctionnent de nuit. Donc ça permettrait aussi peut-être de résoudre un peu la question des voitures. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'il n'y a plus l'Autolib,
qu'il n'y a plus de Et qu'en Vélib. plus, il y a plus de Vélib, plus de Vélib. C'est quand même un vrai sujet qu'on n'a pas surmonté. Ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois que les Parisiens y sont confrontés. Leur mécontentement, il est plus que légitime. Et on a le sentiment qu'il y a une bataille à ce niveau-là entre Valérie Pécresse qui gère la région, qui est donc à droite, et qui gère également les transports franciliens, et la maire de Paris. Et ce ne sont pas les Parisiens, les franciliens qui en pâtissent finalement? Non, après, bon, il y a évidemment une lutte politique, presque idéologique entre les deux, évidemment. Il y a une lutte aussi de compétences, des compétences de la région, des compétences de la ville. Vous avez souligné, c'est vrai, c'est la région à qui impacte la question des transports en commun. Mais Anne Hidalgo, je pense, a aussi son mot à dire sur les transports en commun qui circulent intra-Paris. Évidemment, il y a une dualité politique, mais qui n'impacte pas vraiment le quotidien des Français. Parce que je pense que, pour l'ensemble, elles sont globalement d'accord pour améliorer l'impact environnemental de la ville de Paris, pour améliorer la circulation des Franciliens par les transports en commun. Je pense qu'elles sont plus d'accord que ce que l'on dit en réalité. Oui, puis de toute façon, les Français, ils s'en foutent du Aussi, clivage droite-gauche. Ce qu'ils veulent, c'est les systèmes surtout de transport aujourd'hui, qui dans le fonctionnent. monde Et où on donc, vit, aucune de ces deux femmes, qui par ailleurs semblent se détester, n'a intérêt à ce que les Français pâtissent de leur inaction ou de blocage qu'elles créeraient. Exactement. Un dernier sujet dans notre débat du jour, ce voile qui ne passe pas, celui d'une fillette. C'est dans la dernière campagne de Gap aux États-Unis. Même si la campagne n'est pas diffusée en France, nos politiques s'en emparent, à l'image de Valérie Boyer, qu'on connaît souvent pour ses positions très chrétiennes. Valérie Boyer, la députée LR, qui dit tout simplement que cette publicité promeut, vous pouvez le lire, la soumission à l'islamisme. Est-ce qu'elle va un peu loin, Valérie Boyer, dans sa critique? C'est un peu loin dans l'usage des mots. Je veux dire, bon, c'est le rôle de la droite républicaine que d'appuyer toujours sur l'islamisme politique. Après, il y a deux problématiques par rapport à ça. Le premier, c'est que Gap se réfugie derrière une image de diversité, comme une entreprise qui promeut la diversité. Mais la réalité, c'est qu'ils sont à la recherche d'un profit. En conseil d'administration chez Gap, quand ils ont dû décider de cette politique de communication, il n'était pas question d'appuyer des valeurs humaines, des valeurs de diversité, des valeurs éthiques et des valeurs de profit. Et en effet, en affichant comme ça pour la rentrée scolaire des enfants une petite fillette voilée, ils espèrent aussi s'attirer à eux une grande partie de la communauté musulmane. Donc c'est un travail économique, réfléchi, profitable pour l'entreprise. Après, ce qui peut choquer les journalistes, les Français et les politiques, naturellement, c'est la question du voile pour les enfants. C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre, heureusement dans une république, que le voile soit permis évidemment pour les femmes, parce que pour beaucoup c'est un choix personnel qui n'est pas imposé ni par le mari ni par la religion, un choix culturel. Mais le fait de voir une fillette qui est avec un voile, pour le coup avec un voile, donne l'impression qu'elle n'a pas eu forcément le choix, et que c'est une mise en scène, peut-être qu'elle n'a pas un voile dans la vraie vie non plus, c'était d'ailleurs une mannequin d'ailleurs qui porte un voile, mais en tout cas ça donne l'idée que dans ces cas-là c'est plus subi que voulu, parce que en effet dans cette configuration c'est plus lié à l'éducation des parents qu'un réel choix de société. Cette pub, elle pose un problème. Et le problème qui est posé par cette publicité, c'est celui du marketing communautaire religieux. Et évidemment, c'est une difficulté parce que là, vous clivez immédiatement entre les gens qui soutiennent une laïcité de ces marques, au nom d'ailleurs des intérêts économiques de cette marque, et ceux qui veulent attirer des communautés. Et moi, je crois que ça pose une vraie difficulté. D'abord, on ne sait pas si cette fillette, elle a eu le choix ou pas de le porter. En tout cas, c'est du mauvais Benetton. C'est un échec. Et puis, pour la réputation et l'image de la marque, vu le scandale que ça fait, bien en dehors de nos frontières d'ailleurs, ça pose évidemment une difficulté puisque ça impacte directement l'image de cette marque qui n'y avait pas intérêt. Mais l'argument de la diversité, est-ce qu'on ne peut pas représenter dans les publicités ces fillettes qui existent, il y en a des fillettes de cet âge-là qui vivent de manière assez décomplexée, comme on le voit sur en tout cas l'image renvoyée, d'être voilées? Après, il y a la question du choix. Le seul choix que peut laisser Gap, c'est la manière de s'habiller. Mais il n'est pas question du voile. C'est-à-dire que le vrai choix, le vrai problème, c'est en effet cette impression donnée qu'un enfant est un voile parce que les parents le souhaitent et le veulent. Donc elle n'est pas libre et consciente de porter un voile. C'est ça la vraie complexité et la vraie difficulté pour les Français et pour les Américains, d'ailleurs, qui, je pense, en partie doivent aussi condamner cette publicité. Puis il y a une forme de maladresse. Mais on n'est pas la première maladresse. C'est-à-dire qu'on n'est pas au premier mauvais de communication. H&M avait habitué également à un très mauvais communication qui était jugée raciste par la plupart des pays européens comme les États-Unis. Et donc évidemment, il y a un problème de communication qui est réel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où mettre la barre de la communauté, du communautarisme, et le marketing n'a pas vocation à cliver. Au contraire, le marketing a vocation à rassembler, et aujourd'hui, c'est un très mauvais travail marketing, parce qu'en faisant cela, ils pensaient ramener de nouvelles personnes chez eux, mais en réalité, ils vont se couper de personnes qui ont été déçues par cette campagne. Et justement, on a une députée de la République En Marche, Anne-Christine Lang, qui, elle, tout simplement, appelle
au boycott. Elle le dit après avoir vu cette publicité. Je n'irai plus chez Gap. Vous avez l'air de comprendre cette réaction-là. Il faut aller jusqu'au boycott pour contester ce type de campagne. En tout cas, c'est extrêmement prévisible. Et évidemment que les communicants qui accompagnent la marque, ils pouvaient s'attendre à ce genre de réaction d'une partie de la population. C'est vraiment extrêmement classique. La difficulté ici, vraiment, c'est que la marque, elle a fait un faux pas, qu'elle ne profitera évidemment pas, puisqu'elle va perdre un certain nombre de clients, de cette campagne de communication. Et par ailleurs, je trouve que c'est extrêmement maladroit à l'heure où ça percute cette campagne une actualité qui est celle de l'Iran, où les femmes veulent s'émanciper du port de ce voile. Et là, ça touche un enfant. Donc c'est hystériser une situation en renvoyant à cette actualité. Et c'est fait de manière cynique, puisque c'est fait pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, mais on le rappelle, cette campagne, elle est aux États-Unis seulement. A priori, impossible de voir une telle campagne aujourd'hui en France, vu l'état du débat sur le voile. Ce serait aussi maladroit, d'ailleurs. Ce serait pas plus ni moins maladroit. Les communautés, les communautarismes sont plus acceptés aux États-Unis tout de même. Oui, il y a un accent qui est mis davantage sur cette raison-là. C'est vrai que c'est la grande différence entre le modèle d'intégration américain et le modèle d'assimilation français. Aux États-Unis, on peut être américain en affirmant ses spécificités culturelles ou religieuses, sans aucune difficulté. C'est pas qu'on parle de l'afro-américain, on parle de latino-américain, parce qu'on peut très bien être américain et être autre chose. En France, c'est plus compliqué. On a un modèle d'assimilation de par la République où on doit effacer ses attirances religieuses pour se parfaire dans un moule républicain. Il y a la question de la laïcité qui est plus prononcée en France, évidemment, qu'aux États-Unis, qu'un pays qui reste essentiellement chrétien. Donc la question religieuse est beaucoup plus épineuse en France. La question, c'est de la diversité parce qu'on permet moins cette éclosion culturelle de diversité. Donc, et aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'en effet, la droite, comme En Marche, mais comme la gauche aussi, je pense, le fera aussi certainement, ont un consensus républicain par rapport à ça. C'est-à-dire que la question du voile, elle clive, mais elle rassemble aussi les hommes politiques qui, pour la plupart, peuvent le condamner. Alors, tout dépend de ses extensions, évidemment. Il y a le burqa, il y a le voile, c'est pas la même chose, il ne faut pas tout confondre non plus. Mais il y a une forme de consensus républicain à chaque fois que se forme ce type de polémique. Et puis il n'y a pas besoin d'être chrétien pour condamner l'utilisation d'une fillette. Ce voile, c'est un symbole, et donc c'est un symbole qui pose problème quand il est utilisé à des fins commerciales. Avant de finir ce débat, je crois que vous vouliez nous parler de Donald Trump. C'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule aujourd'hui. C'est pas un coup de cœur, un coup de gueule en fait. C'est plus un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump frôle les 45%, voire 50% d'opinion favorable aux États-Unis. Ça paraît toujours. Alors, vu du regard français, c'est amusant. Ça nous paraît étrange. Parce qu'en fait, on ne juge Donald Trump en France et en Europe qu'à partir de ses relations extérieures. Donc, on voit évidemment la brutalité du personnage sur Twitter, ses relations avec l'Iran, ses relations avec la Chine, son coup de force plus ou moins réussi avec la Corée du Nord. Donc, on juge un Donald Trump qui est extrêmement violent, qui est extrêmement abrupt et qui finalement renvoie une mauvaise image des États-Unis. Mais la réalité, c'est la réalité économique. Les Américains considèrent leur pays comme peut-être une grande multinationale et on demande au président non pas d'être impeccable sur la communication comme pour Emmanuel Macron, on demande d'être impeccable sur la question économique. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le chômage aux États-Unis est inférieur à 4%. La croissance affiche un chiffre record de 4,1%. Donald Trump tient ses promesses de relocalisation pour relancer les industries pour les ouvriers américains. Il tient sa promesse de diminution des taxes sur les entreprises pour mettre plus de profit et plus de recrutement. Donc la réalité, c'est que les Américains sont vraiment dans l'idée economy first. Donc si l'économie est bonne, Donald Trump, dans ces cas-là, est dans son rôle de président chez l'entreprise, et cela promet, en effet, peut-être une possible réélection. C'est-à-dire que les Américains sont peut-être capables de mettre de côté son exubérance, ses affaires par milliers, Stormy Daniels avec l'actrice pornographique, ses affaires avec la Russie, qui sont quand même très compliquées pour sa communication. Mais typiquement, si Emmanuel Macron, demain, relançait l'économie comme le fait Donald Trump, baisser le chômage, permettait de relancer la croissance, mais que pour autant, il traînait une affaire Benalla par année, cela n'assurerait peut-être pas sa réélection, parce que les Français attendent peut-être plus de leur chef d'État qu'un bon résultat économique. Ils attendent une image, une communication réussie. Et le cas des Américains est assez étonnant, c'est qu'ils considèrent l'économie comme une chose primaire. Et là, Donald Trump réussit sur ce coup. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui sur LCI. Reste avec nous dans quelques instants. C'est un nouveau journal sur LCI.